Je suis délégué général de Robin des Lois. Robin des Lois, c'est une association modeste mais efficace qui essaie de faire changer un peu les choses dans un système carcéral français qui est très archaïque, qui a 20 ans de retard sur la plupart des pays européens. Vous savez que nous sommes régulièrement condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme pour des choses graves. Les conditions de vie actuelles méritent qu'on prenne les problèmes les uns après les autres. C'est le cas par exemple avec les portables, le téléphone, l'accès au téléphone, dont je vais vous parler ensuite. Il faut savoir que le téléphone existe déjà, avec des lignes fixes, avec des cabines, mais c'est un système extrêmement lourd parce qu'il faut fournir la facture de téléphone de la personne que vous voulez appeler. Il n'y a pas vraiment d'intimité parce que les cabines sont dans un couloir. C'est un système qui ne marche pas dans la pratique, enfin qui marche mal et qui tout naturellement a provoqué une explosion de présence de téléphones portables, lesquels sont illégaux sur le papier, mais on va voir que dans la réalité, il y en a des centaines dans toutes les prisons et que l'administration pénitentiaire a quasiment renoncé à faire la chasse parce que, soyons honnêtes, c'est un élément de paix sociale. Il y a beaucoup d'arguments en faveur du portable. Ce n'est pas pour s'évader, on en parlera. C'est essentiellement parce que le soir, quand la porte est fermée, on appelle sa femme, on appelle sa mère, on appelle ses enfants. Ça peut être utile aussi pour préparer sa réinsertion, parce que comment faites-vous pour trouver un emploi, appeler un employeur, si vous n'avez pas le téléphone facilement accessible? Essayons de mettre les portables en vente libre en cantine. Il ne s'agit pas de les offrir aux détenus, mais de les mettre en cantine avec un modèle standard, éventuellement sans appareil photo si ça peut rassurer certains surveillants, parce qu'on peut penser que l'une des réticences pour autoriser le portable officiellement, c'est que les surveillants, semble-t-il, ont peur d'être photographiés pour leur sécurité. Ça arrêtera le trafic, ça arrêtera le racket des plus faibles qui sont rackettés pour permettre aux caïds d'acheter leur portable. Ça normalisera quelque chose qui, dans les faits, existe déjà. Dans cette hypocrisie, on fait de temps en temps une fouille, on le fait savoir au journal local pour dire on a saisi 20 portables, mais tous les jours, le surveillant ou la surveillante à qui on demande de fouiller la cellule sait très bien qu'elle va passer ou qu'il va passer à côté de 10 ou 20, 30 portables. Ils ont l'impression de perdre leur temps. On le leur fait faire, mais de moins en moins. Et par ailleurs, ce qui était systématique il y a encore 5-6 ans, c'est-à-dire la transmission au parquet d'une procédure, la condamnation à 2-3 mois ferme de plus quand on vous prenait avec un portable, c'est pratiquement fini parce que s'il fallait poursuivre toutes les personnes qui ont un portable, le parquet ne ferait que ça toute la journée. Il y a 3 arguments qui reviennent souvent. C'est premièrement le risque d'évasion. Bon, je dirais qu'il y a eu des évasions célèbres à l'époque où les portables n'existaient pas. Alors ça peut faciliter l'évasion parce qu'avec un portable, vous pouvez donner le signal à l'hélicoptère qui est à 3 km en disant le copain il est dans la cour. Mais il y a eu les premières évasions en France et en Europe depuis Fleury-Mérogis en 1980. Il n'y avait pas de portable. Ça peut faciliter les choses, mais les candidats à ce type d'évasion extrêmement technique peuvent très bien se passer de portable et ils le feront même s'il n'y avait pas de portable. Le deuxième argument qui est un peu sérieux, c'est celui du risque de pression sur les victimes. Il faut savoir qu'il y a toujours eu des pressions sur les victimes pendant les enquêtes. Pour empêcher des pressions sur une victime, ou sur un témoin, il faudrait que la personne soit dans un bloc de béton, sans aucune communication avec personne. Il suffit qu'il y ait une visite au parloir, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit en contact avec vous, ou un copain qui a une visite au parloir et qui va faire un message, et la pression se fera dans les affaires où ça se fait. Là aussi, il ne faut pas paniquer l'opinion, c'est quand même très rare qu'il y ait des pressions sur les victimes ou sur les témoins, et tant mieux, parce que c'est la démocratie, et quand on met quelqu'un en détention provisoire, c'est notamment pour éviter les pressions sur les victimes et sur les témoins. Le troisième argument étant l'utilisation farfelue ou grave. On a eu 2 exemples, l'affaire Fofana, je ne veux pas polémiquer sur le cas de ce garçon qui a mis sur YouTube une vidéo appelant au djihad. Bon, il a été poursuivi et condamné. Comme n'importe qui nous regarde,
serait condamné et poursuivi s'il mettait sur YouTube ou Internet des vidéos qui ont un caractère illégal. Et une autre affaire à Lannemezan assez récente, où 3 lascars se sont amusés à se faire photographier avec des lames de couteau. C'est vraiment un jeu débile. Ils ont été identifiés et poursuivis. Donc je dis, pour ces risques de pression sur les témoins ou de vidéos illégales, appliquons le droit commun, comme on l'applique dans d'autres domaines aux prisonniers. Un prisonnier qui va voler, un prisonnier qui va frapper un surveillant, on l'amène devant le tribunal correctionnel et on lui applique le droit commun. Je vais vous terminer en vous racontant une anecdote qui me fait toujours sourire. Il y a un soir un détenu de la santé qui m'appelle. Il y a prescription puisque la santé est fermée pour travaux. Et il m'appelait pour me demander un renseignement juridique, pas un moyen de s'évader. Et puis il me dit « Ah bon, je te quitte parce qu'il faut que j'appelle mon copain Marcel, parce qu'il n'est pas bien. » Et il s'ennuyait tellement la nuit qu'il s'appelle d'une cellule à l'autre. C'est vous dire combien le portable peut être un facteur de soutien humain, tout bêtement. N'empêchons pas la mer de monter avec des châteaux de sable et autorisons très vite, par simple arrêté ministériel, par simple décret, le portable en cantine pour que tout le monde puisse en acheter un à un prix raisonnable. Ça mettra fin au trafic, ça mettra fin au règlement de compte parce qu'on n'a pas payé son fournisseur qui vous le vend 3 fois le prix. Et la paix sociale sera assurée sans pour autant mettre en danger la moindre prison de France. Nous battons par exemple pour l'instauration de bureaux de vote dans les prisons, parce qu'un certain nombre de détenus ont leur droit de vote, à peu près 50 000 détenus. Il est normal qu'ils puissent voter. Dans la pratique, c'est extrêmement compliqué. Dans d'autres pays d'Europe, le temps de l'élection, on installe un bureau. C'est un de nos combats dans les 2-3 ans qui viennent et on va y arriver. Et puis, nous nous battons bien sûr pour l'encellulement individuel parce que essayez d'imaginer que vous soyez un jour en prison, votre frère, votre père, votre fils, et que vous soyez entassé dans 9 mètres carrés à 2 ou à 3 personnes. C'est inhumain, c'est insupportable, que vous soyez coupable ou innocent. La question n'est pas là. On n'a pas le droit de traiter un être humain comme malheureusement ça se passe dans certaines prisons. Nous travaillons par ailleurs avec des entreprises pour, en ce moment, mettre en relation des personnes qui sont détenues avec des employeurs potentiels ou des formations, parce que quand vous sortez, que vous n'avez pas de boulot le matin devant la porte de la prison, vous avez toutes les chances, hélas, de récidiver. C'est-à-dire que vous allez faire d'autres victimes, vous allez gâcher votre vie, vous allez être condamné 10 fois, 15 fois pour des petites infractions qui empoisonnent la vie des gens, bien entendu. Et nous voulons éviter ça en aidant ces personnes à trouver un emploi, parce que comment voulez-vous, quand vous êtes derrière les murs, trouver un emploi quand vous n'avez ni Internet, ni le téléphone, enfin tous les moyens qu'utilise un demandeur d'emploi normal.